Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 20 ans. J'aimerais justement vous parler d'une expérience assez difficile, c'est ma dépendance affective. Je sais que ça en touche pas mal, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. En tout cas, j'en ai pas vraiment entendu parler, moi. Donc voilà, en fait, j'ai été contactée par une fille qui m'a dit qu'elle réalisait un TFE sur ce sujet-là. Elle m'a interviewée et j'aimerais justement partager cette interview avec vous, donc vous raconter un petit peu mon histoire. Depuis quand es-tu dépendante affective? Je me rappelle plus vraiment depuis quand je suis dépendante affective. Quand ça commence, on se rend pas vraiment compte. Déjà, c'est une situation qui évolue, qui progresse quand même. Et moi, je m'en suis vraiment rendu compte quand c'était devenu invivable en fait. C'est vraiment là que je me suis dit, ah ouais, t'es dans une situation pas possible. C'était vraiment trop compliqué pour moi et c'est à ce moment-là que je m'en suis rendu compte. La dépendance affective en couple, qu'est-ce que ça donne? J'ai envie de dire, et je parlerai pas pour tous les couples parce que ça j'en sais rien, mais je me base sur mes expériences. Pour moi, ça a été que un désastre. Avec la dépendance, on crée pas un couple sain. La dépendance, c'est pas l'amour. Alors moi, j'ai vraiment cru que c'était l'amour. Je me disais, mais non, c'est parce que j'aime de trop. Et non, en fait, j'avais besoin de l'autre pour vivre. Et ça en devient pas possible dans un couple. Peux-tu me donner des exemples de relations? J'ai toujours été très sensible et fort attachée aux garçons, à mes copains et tout ça. À 14 ans, j'ai rencontré mon premier copain. Voilà, lorsqu'il m'a quittée, voilà, je voulais mourir en fait. Et du coup, j'ai pris plein de médicaments différents. Bien sûr, c'était pas des médicaments dangereux. Déjà, à 14 ans, tu sais pas ce qui est dangereux ou pas. J'avais pris des trucs au hasard et c'était vraiment pas dangereux. Et du coup, on m'a amenée à l'hôpital. Mais à ce moment-là, je me suis jamais considérée comme dépendante. Pour moi, c'était vraiment juste de l'amour en fait. Et puis, j'ai rencontré un garçon quand j'avais 17 ans, donc en 2017. Tout allait bien, tout se passait bien. Le seul problème, c'est que on restait tout le temps ensemble. 24 heures sur 24, on était ensemble. On faisait que dormir ensemble. Ça a duré, je pense, 7 mois comme ça. Et en fait, je ne voyais plus mes amis, je ne voyais plus personne, je ne voyais plus ma famille. Mais moi, ça me dérangeait pas forcément parce que j'étais folle amoureuse de lui et voilà quoi. Donc, il m'a quittée pour une autre fille. Et là j'ai réalisé que j'y arriverais pas en fait. Que moi qui étais dépendante, qui avait passé un an à ses côtés, à le voir tout le temps. Je savais pas comment j'allais faire pour surmonter ça. Je me suis retrouvée vraiment dans un état pitoyable. J'avais un petit appartement, donc je retournais pas chez ma famille. En fait, c'est mon meilleur ami qui m'a ramassée à la petite cuillère. Il était tout le temps là pour moi. Je passais du coup toutes mes nuits avec lui. Je voulais pas le quitter d'une seule seconde. Parce que pour moi, dès qu'il me quittait, c'était la fin du monde. Et en fait, je me sentais rassurée que ça soit mon meilleur ami et pas une fille. Je préférais que ça soit un garçon qui soit là et plus particulièrement mon meilleur ami qui me connaissait vraiment bien. Donc ça a été jusqu'à un point où je demandais d'aller chez lui. Je ne connaissais pas du tout ses parents, mais je restais manger chez eux. Je faisais ma vie chez eux en fait. Ça a été comme ça pendant 2 semaines après ma rupture. Mon meilleur ami m'a dit qu'il m'aimait. Et moi, en fait, à ce moment-là, toi, tu as un besoin d'être avec lui. Donc, tu dis oui, en fait. Et tu sais même pas si c'est de l'amour, si tu sais pas ce que c'est. Mais pour toi, c'est l'opportunité de rester toute ta vie avec lui. Donc, forcément, tu dis oui. Sauf que là, ta dépendance, elle est toujours là, même avec l'autre. Donc, ça a été un désastre. Ça n'a fait que s'amplifier en fait. Au début, ça allait. Oui, ça allait parce qu'il était aussi réceptif à ma dépendance, il prenait soin de moi. Mais à un moment donné, ça n'allait plus du tout. Je l'empêchais de sortir. J'étais jalouse qu'il aille voir même des garçons parce que pour moi, j'existais plus à ses yeux en fait quand il me faisait ça. J'étais jamais seule. On dormait tout le temps ensemble. Je me réveillais, j'allais à son job étudiant avec lui. J'allais à ses cours parfois. Moi, j'allais pas en cours, à mes propres cours. Je ne voulais pas du tout être seule. Et même entourée sans lui, pour moi, ça revenait au même qu'être seule. Donc, être avec ma famille, je ne pouvais pas, c'était pas possible. Et à ce moment-là, ma dépendance affective avait atteint son apogée. Je ne savais plus rien faire toute seule. Ou alors, quand j'étais toute seule, je déprimais, je me laissais mourir,
je me scarifiais. Je faisais que pleurer, j'en ai venu à faire du chantage affectif. Voilà quoi, ça. Et à un moment donné, tu sombres en fait. Qu'est-ce que tu as fait pour essayer de t'en sortir? Donc je suis rentrée vraiment, je pense, en dépression. J'avais été voir plusieurs psychologues, elle m'avait envoyée chez un psychiatre, elle m'avait dit que je devais prendre des antidépresseurs, que ça n'allait plus du tout. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris des antidépresseurs et je pensais que ça allait tout régler. J'avais vraiment idéalisé les antidépresseurs. Je me disais que, bon, ben voilà, il y avait la solution. Tu prends des médicaments, tu devrais plus déprimer, moins de déprime, moins peur de la solitude et tout ça. Mais en fait, je me suis trompée sur toute la ligne. Les antidépresseurs, au début, m'ont soutenue émotionnellement parlant, en fait. Donc j'étais plus stable, c'est vrai, j'avais moins de tristesse, j'étais moins effectivement déprimée, mais ma dépendance était toujours là. Et à un moment donné, les médicaments m'ont tellement fatiguée, moralement, physiquement, que je ne faisais plus rien. Je ne ressentais plus de plaisir en fait à faire des choses. J'avais plus l'envie, j'étais trop crevée. Et à ce moment-là, quand t'as 20 ans, que t'es à l'université, que tes potes sortent et tout ça, tu déprimes un coup quand même quand tu dis que toi t'arrives plus à sortir parce que t'es trop fatigué à cause de ton traitement. Et du coup, bah, je déprimais encore plus. Qui dit déprime dit je préfère déprimer avec mon copain. Et du coup, ma dépendance s'était encore plus accentuée. Et ça a fait pire que mieux. J'ai enchaîné les crises de colère. Et il y a un mois plus ou moins, ben, mon copain ne voulait pas dormir avec moi. Je lui ai fait une crise. J'ai tapé dans sa voiture. J'ai maltraité vraiment verbalement. Parce que pour moi, je trouvais que c'était même pas juste en fait que je vive ça. Je savais plus du tout comment gérer la situation. J'avais pas du tout le contrôle de la situation. C'est quelque chose pour moi d'horrible, de vraiment de difficile à vivre. J'avais pas de recul face à la situation, je ne savais pas comment faire. Donc voilà, ça a été un désastre. Et donc on m'a souvent quitté. Ce soir-là, il m'a quitté. Et pour une personne aussi dépendante que moi, à ce moment-là, on se dit que c'est la fin. Que on ne sait pas comment on va faire en fait. Et là, vraiment, je me suis dit, t'as plus personne. Enfin, c'était ton meilleur ami. Parce que c'était lui qui m'avait récupéré de ma rupture précédente. Et je me suis dit, ouais, comment je vais faire, quoi. À ce moment-là, on pense à sa survie parce que moi, je le voyais vraiment comme... c'était... Mon copain, c'était quelque chose... J'avais besoin de lui, c'était un besoin fondamental. C'était comme l'eau que je buvais pour vivre, quoi. Et vraiment, on se dit, c'est pas possible, on va pas survivre. Est-ce que tu t'es demandé comment l'autre se sentait avec toi? Donc oui, forcément, on se pose la question, enfin en tout cas moi je me suis posé la question, comment l'autre arrivait-il autant à gérer? En fait, il n'arrive pas à gérer, il fait comme il peut, mais il n'arrivait pas en tout cas à gérer. Plus je lui faisais vivre un enfer, plus j'avais peur qu'il me quitte. Et plus j'avais peur qu'il me quitte, et plus je lui faisais vivre un enfer. C'était vraiment un cercle vicieux. Parfois, je le suppliais en fait de me quitter, parce que je savais ce que je lui faisais. Et je voulais qu'il me quitte, en fait. Je savais de toute façon qu'il allait finir par me quitter dans cette situation-là. Donc je faisais tout pour qu'il me quitte. Est-ce que tu savais ce que tu endurais? Oui, je savais ce que j'endurais. Comme j'ai dit, à ce moment-là, quand c'est invivable, on sait ce qu'on endure. Je me suis pas forcément renseignée parce que bah, c'est comme toute dépendance. Là, tu sais que tu as un manque et que tu as besoin de l'autre et que c'est de la dépendance. J'ai fini par acheter des livres et tout ça, mais plus pour trouver des solutions. Donc j'ai lu des livres, j'ai même acheté un coach virtuel sur internet, j'avais ma psychologue, j'avais mon psychiatre. Et pourtant, ben, rien n'y faisait en fait parce que on avait beau m'expliquer ce que je devais faire, j'arrivais pas à le mettre en pratique. J'avais pas cette force de mettre les choses en pratique, de faire bouger les choses. J'avais juste peur en fait de guérir. J'avais peur de me retrouver seule, même pour moi me faire un effort sur moi-même. Pourquoi es-tu devenue dépendante affective? J'ai toujours enfin, voulu savoir pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je réagissais de telle manière, pourquoi moi et pas les autres. Mais je peux vous dire que ça ne m'a pas apporté grand-chose de savoir.
et ça ne fait sûrement pas bouger les choses. Je sais que je suis dépendante, je pense, parce que, déjà je suis de nature sensible. J'ai pas vécu une enfance très sécurisante. Mes ruptures, amoureuses m'ont pas facilité la tâche. De base, j'ai pas non plus une estime de moi très forte. Donc voilà, je pense que c'est pour ça, hein. C'est un tout en fait. Pourquoi es-tu restée dépendante affective? Je ne dirais pas par manque de courage. Du courage, j'en avais. Je voulais vraiment à tout prix changer parce qu'à ce moment-là, dans cette situation, tout le monde veut changer. Mais tout le monde n'ose pas forcément changer. Et moi, je n'avais pas la force mentale ni physique. À ce moment-là, j'avais pas la force. Parfois, je disais que je voulais changer, mais ça se voyait en fait dans mon état que ça n'allait pas, que j'aboutissais à rien. Je me reposais sur mes amis quand ils n'étaient pas là. Il y avait toujours ce côté dépendant. Dès qu'il était plus là, dès qu'il me menaçait de me quitter parce que ça n'allait pas, il y avait ce côté, bon, il n'est plus là, je me rattache à quelque chose doit me rassurer. Euh, et voilà, j'avais pas la force physique ni mentale de changer à ce moment-là. Et les antidépresseurs ne m'ont pas aidée car du coup j'avais moins de force, j'étais beaucoup plus fatiguée, donc t'as moins de force en fait de changer les choses, de faire un travail, et voilà quoi. Est-ce que tu aurais pu rester avec quelqu'un qui te maltraite? Alors, oui, d'ailleurs mon premier copain n'a jamais été très tendre avec moi. Euh, il me maltraitait vraiment beaucoup verbalement. Voilà, parfois pour lui, j'existais pas à ses yeux. Il m'insultait beaucoup euh, et je restais avec. Mais encore une fois, pour moi, c'était de l'amour. Mon... Alors, mon copain, quand j'avais 17 ans, il me trompait. Et pour moi, je restais aussi. Alors, j'étais très très malheureuse, forcément, parce que enfin, je suis humaine, je suis amoureuse, j'étais jalouse, forcément, qu'il me trompait. J'arrivais pas à l'accepter, même si je voulais rester avec lui. Donc je restais, mais avec de nombreuses crises de colère. Et en fait, quand il a voulu partir pour une autre, je l'ai supplié de rester et je lui ai dit reste avec moi et tu pourras aller voir tout le temps ailleurs. Tu pourras avoir une double relation si tu veux. Je lui ai dit ça. Donc à ce moment-là, oui, on se rend compte que c'est de la dépendance et pas de l'amour. Comment t'as su que c'était de la dépendance? Je sais que c'était une dépendance parce que c'est comme toute addiction, on ressent du manque, on a les mains qui tremblent quand il est pas là, on a besoin en fait de notre dose journalière, ouais vraiment notre dose de son copain, d'amour en fait. Et donc moi c'était vraiment de mon copain parce que ma dépendance affective c'est vraiment axée sur mes amours et pas mes amis. Enfin même si j'étais quand même dépendante, je préférais être avec mes amis par exemple que ma famille. Mais voilà, pour moi c'était dépendance vraiment sur mon copain. Pour moi c'était que lui. Les mains qui tremblent quand il est pas là, on a des angoisses, on se sent pas bien en fait. C'est comme si on était drogué. Et le pire dans tout ça, c'est que quand t'es accro par exemple à quelque chose, par exemple t'es accro à la clope, tu vas t'en acheter quand tu veux, même si c'est mauvais. Mais là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas choisir que la personne, elle veuille de toi. Et ça fait très mal. Y a-t-il eu des conséquences sur ta vie et ta santé? Sur ma vie, je dirais que ça m'a vraiment, vraiment posé problème au niveau professionnel. Donc, au niveau des études, je n'arrivais forcément pas à étudier. Surtout pas seule, c'était impossible. Si je me retrouvais face à mes cours et j'étudiais une page, je pleurais. Je n'allais pas non plus en cours parce que je préfère rester avec lui. Je préfère aussi aller à ses propres cours. Donc voilà. Sur ma santé, ça a aussi impacté énormément. Donc la fatigue physique et mentale, même si elle se voit pas, elle est bien là. Donc beaucoup de déprime. Du coup, je me suis fait beaucoup de mal aussi quand je me retrouvais seule. C'était scarification, pleurs, angoisse. Donc ça, forcément, il faut à chaque fois une semaine en fait pour te remettre des grosses crises. Il y a aussi les médicaments. C'est pas non plus quelque chose de bon en soi. Donc ça m'a aussi fatiguée énormément.
Il y a les fois aussi où je prenais trop de médicaments parce que je faisais des crises ou que je restais seule. Je préférais en fait ne plus rien ressentir qu'être sans mon copain. Donc oui, ça a impacté vraiment ma santé, je pense. Ça a eu un impact aussi au niveau de mon entourage. Donc ma famille a eu, je pense, beaucoup de mal à supporter ma dépendance. Je n'allais plus du tout chez ma mère, qui habitait un peu plus loin que le centre-ville en fait. Et comme mes amis étaient là et que mon copain vivait aussi tout près de là, je ne voulais pas être trop loin de lui parce que si jamais j'étais pas bien, il allait pas venir me prendre en fait en voiture parce que pour lui ça allait être trop une perte de temps. Donc je voulais pas du tout en fait aller trop loin de lui pour au cas où que ça n'aille pas, qu'il vienne me chercher. Je me suis perdue un ami parce qu'il en fait, ton entourage, les gens ne comprennent pas forcément comment tu peux rester là-dedans, comment tu peux faire subir ça à ton copain. Ils comprennent pas vraiment, ils te disent bah, mais enfin, faut juste que tu le laisses un petit peu, il a le droit d'avoir son indépendance, c'est pas de l'amour. Et toi, tu le sais tout ça, mais voilà, les mots ça passe là et voilà, donc je me suis disputée avec un ami à moi qui m'a dit que j'étais une fille pas courageuse, que je faisais souffrir. Et il m'a dit qu'à sa place, il me quitterait. Et ben, c'est des mots, en fait, quand tu l'entends et que tu es dans une situation compliquée, qui te fait vraiment souffrir. Donc moi, ça m'a fait vraiment souffrir. Et donc j'ai quand même perdu, c'est un de mes meilleurs amis. Donc je l'ai perdu lui. Euh, et voilà. Quel genre de femme es-tu? Donc, comme je l'ai dit, je suis très sensible de nature. J'ai quand même une tendance à la déprime. Je suis fort parfois nostalgique. Mais au-dessus de ça, je peux être très très joyeuse. Je peux être très passionnée, très motivée par ce que je fais. Mais malheureusement, j'ai tout perdu ces dernières années à cause de ma dépendance. Comment imagines-tu ton avenir? Alors, comment je vois mon avenir? Ben, je le vois. Je suis sereine en fait. C'est la première fois que je suis assez sereine. Parce que donc il m'a quittée et puis nous sommes rentrés en confinement et ben là j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix, je me suis dit bon voilà, t'as choisi de changer, t'as choisi de plus refaire les mêmes erreurs, t'as choisi vraiment de prendre sur toi. Alors voilà, le confinement, de toute façon t'as pas le choix, tu seras seule. Voilà, je me suis retrouvée seule avec moi-même. Quand je suis pas bien, je suis obligée de prendre sur moi, de m'autosuffire en fait. Et c'est quelque chose que j'avais jamais appris à faire. Et je suis en train de revivre. Parce que même si c'est difficile, euh, ben en fait, je me suis reconstruite une identité. J'ai retrouvé des passions. euh, En fait, j'ai retrouvé un but, mais voilà, après, je le cache pas, c'est parfois difficile, mais une fois qu'on est dedans, euh, bah voilà, ça y est quoi. En fait, le plus dur, c'est de rentrer dedans, de prendre du recul et d'avoir le courage et la force de vouloir changer ça quoi. Donc voilà, au final, j'ai décidé de m'autosuffire, de combler mon vide et d'avancer par petits objectifs et à mon propre rythme en fait, sans me mettre de pression. Euh, donc de pas changer pour quelqu'un, parce qu'avant je faisais cette erreur-là de changer pour que quelqu'un me reprenne ou pour que qu'on soit fier de moi en fait. euh, et pour faire plaisir aux autres, alors que là, je veux juste arrêter pour moi, pour être heureuse, pour arrêter de souffrir et de faire souffrir les gens. Et je suis bien décidée à faire ça. Donc voilà, je suis assez sereine de mon avenir. Quelles sont les solutions pour t'en sortir? Des solutions, il n'y a pas de remède miracle. J'ai toujours pensé que bah, voilà, les médicaments ça limitait, la psychologue elle allait faire tout le boulot, le psychiatre c'était un magicien. Alors c'est pas du tout le cas. Alors oui, les psychologues ça peut vous aider bien sûr. Oui, la médication ça peut être, ça peut vous aider. Mais moi j'ai décidé de, et c'est juste mon avis, euh, j'ai décidé de tout arrêter. Euh, voilà, le travail, il sera le même. Le travail à faire sur soi, il sera le même. Il sera difficile, même qu'on prenne des médicaments ou pas. Et avant, je voulais pas en fait. Je me voilais la face, je voulais pas. Et ici, je le veux vraiment. Donc que ça me fasse mal ou pas, je m'en fous.
Quels sont les conseils que tu donnerais aux personnes comme toi? Donc pour cette dernière question, j'ai décidé d'y répondre un mois après. Ça fait plus ou moins 2 mois que nous sommes en confinement. Alors forcément j'ai vu une grande évolution pour ma part. Donc je vais vous donner des conseils. Alors voilà, c'est des conseils qui m'ont aidé. Ça ne veut pas dire que ça va forcément vous aider. Donc déjà, j'aimerais juste vous dire, pour ceux qui sont aussi dépendants affectifs, que c'est possible. Moi, je pensais que ça allait prendre des années. Ici, en 2 mois, j'ai fait des progrès que j'aurais jamais imaginé faire il y a 6 mois. Donc clairement, oui, c'est possible. Tout le monde a des ressources intérieures. Il faut juste aller les chercher. Il faut juste apprendre à les connaître en fait. On a des ressources qu'on ne connaît pas encore. Il y a encore des ressources que je ne connais pas chez moi, dans moi, à l'intérieur de moi. Mais j'ai toujours essayé de chercher hop, des ressources comme ça à l'extérieur, alors que c'était juste, ben, en fait, les solutions, elles étaient à l'intérieur de moi-même. Alors, j'ai aussi appris beaucoup de choses. Donc, par exemple, que ce qui nous empêchait d'avancer, c'était simplement nos croyances. Donc, croire que tu n'en es pas capable, croire que ça va prendre des années, c'est faux. Ça dépend que de toi et de tes croyances. Donc voilà, moi, j'ai travaillé beaucoup sur mes croyances. La perception que j'avais sur moi, la perception que j'avais de l'amour. Voilà, en fait, j'ai travaillé sur beaucoup de choses. Par exemple, une croyance que j'ai le plus du mal à faire partir, c'est l'amour est plus fort que tout. Bah non, c'est faux. L'amour n'est pas plus fort que tout. Sinon, je serais encore en couple avec mon premier copain. Voilà. Une chose aussi qui m'a beaucoup apporté, c'est de travailler sur mes pensées. Donc ça rejoint les croyances. Mais en fait, j'ai toujours essayé de contrôler mes comportements. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut contrôler ces pensées qui induisent ces comportements. Les comportements découlent de ces pensées-là. Donc si tu te dis j'arrête de me couper parce qu'il le faut, ça ne marchera pas. Il faut que tu t'aimes pour que tu arrêtes de te couper. Il faut que ton envie de te couper, elle s'arrête. Donc, en fait, ici, ça fait 2 mois, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à m'aimer. Je ne sais pas expliquer comment j'ai réussi ça. Je pense que c'est tout un travail de réflexion, de penser. Comment s'aimer soi-même, ça c'est une question très difficile parce que je pense que ça vient au fil du temps avec les croyances. Moi je pense que j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic en me disant que voilà, j'étais célibataire. Moi qui suis en dépendance affective, euh, bah, qui m'aimerait quoi. Et le vide, il allait se remplir comment? Et puis aussi, je me suis dit que je voulais plus jamais revivre ça et que je ne méritais pas de souffrir comme ça. En fait, je pense que j'étais arrivée à un stade où j'avais trop souffert euh, et que même moi, je me suis dit, mais enfin, Julie, qu'est-ce que tu t'es fait? Pourquoi tu t'es bousillée comme ça? Et je pense que c'est à partir de ce déclic-là que j'ai commencé à m'aimer en fait et à me dire que je valais quelque chose et aussi me rendre compte de tout ce que j'avais fait pour les autres, de tout ce que je pouvais apporter. J'aide parfois les gens en leur donnant des petits programmes et je reçois beaucoup de retours et ça me touche au final parce que je me dis ah bah ouais je suis capable d'aider les autres aussi et je suis capable de faire beaucoup de choses, d'apporter beaucoup de bien et au final j'ai besoin de personne pour ça. J'ai besoin de personne ici, je suis toute seule et pourtant bah j'arrive pleinement à me satisfaire, quoi. Donc, franchement, c'est très positif et c'est très agréable comme sensation de s'aimer. C'est très apaisant. Il y a toute la haine, la colère, les angoisses qui partent. Et t'as de l'espoir pour le futur, t'as confiance en toi et ouais, t'es soulagé en fait. C'est le summum du soulagement. Petit à petit, plus j'avançais et au plus, bah, forcément, ma confiance en moi, elle grandissait. Et puis je voyais bah, toute l'évolution et tout ce que j'étais capable de faire en fait. Et quand, alors que ça faisait des années, je me disais que j'en étais pas capable. Et là, ça fait 2 mois que j'ai fait tout ça. Donc clairement, la confiance, elle grandit à mort. Voilà. Aussi, j'accepte mes émotions. Donc mes émotions, des émotions, ça part pas.
Je ne supportais pas ressentir quelque chose. Ça me faisait plus peur qu'autre chose en fait. Je ne supportais pas être triste. Je ne supportais pas être anxieuse. Maintenant, quand je suis triste, j'arrive à gérer généralement. Et quand c'est trop fort pour moi, j'appelle un ami ou une amie pour lui expliquer et finalement, ça redescend vite. Mais j'accepte la situation comme elle est. Je me culpabilise pas non plus d'être triste, c'est normal à certains moments d'être triste pour n'importe qui, même pour des non-dépendants affectifs. Ce qui m'aide en fait, c'est me trouver des petites passions comme ça, même ça peut être bête, des petits trucs comme ça, genre juste lire un livre que j'ai envie, même si je m'arrête après 30 pages, bah, c'est au moins 30 pages que j'aurais lues, ça m'aura peut-être apporté quelque chose, peut-être pas, mais j'aurais pris du temps pour moi. Je me suis remise au sport. Les médicaments, l'arrêt des médicaments m'a beaucoup aidé. J'ai retrouvé mon rire, ma joie, ma bonne humeur et ma force physique, mentale, tout, ma forme aussi. J'ai eu la possibilité du coup de reprendre le sport. C'est redevenu ma passion. En fait, j'apprends à aimer certaines choses que je ne savais même pas que j'aimais faire. Si je suis triste, si je suis en colère, si voilà, je vais écrire. Vraiment écrire. Et si j'ai pas la force d'écrire, parce que ça arrive que parfois j'étais trop triste pour écrire, je me parle beaucoup à moi-même. Je travaille d'introspection, même me parler en face d'une caméra, m'enregistrer, me relire, euh, ben, ça m'aide en fait. Et ça, je prends aussi conscience de ce que j'étais avant. Parce que quand je lis la moi d'avant et la moi maintenant, c'est pas les mêmes écritures, c'est pas la même perception des choses. Tout est différent. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler aussi là-dessus pour voir l'évolution. Et je peux vous assurer que quand vous voyez l'évolution, vous vous donnez de la confiance et de l'espoir. Aussi souvent de la méditation. Je ne sais pas si ça m'apporte quelque chose en tant que tel, en tant que... Je sais très bien que ça m'apaise. Donc, et aussi, c'est un moment pour toi, c'est un moment où tu te dis, bon ok, là tu vas faire ta méditation, c'est du temps que tu prends pour toi, tu n'écoutes pas les autres, tu es dans ton calme. Euh, voilà, donc niveau stress, ça peut faire que du bien en tout cas. Voilà, il y a des choses dont je suis fière, ça peut être même au niveau sportif, au niveau affectif. Par exemple, bah voilà, ça fait 2 mois que je suis seule. La Julie, dépendante, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait été contacter un mec et elle se serait mise en couple avec. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que je suis célibataire et je le vis bien. J'aime comment je suis parce que je me rends compte que même si j'ai fait des erreurs dans le passé, même si j'ai des faiblesses, j'aime pas le mot faiblesse, je dirais plus vulnérabilité, même si j'ai ces vulnérabilités-là, ben, ça fait pas de moi une mauvaise personne et que ben voilà, en fait, j'ai appris de mes erreurs, j'ai grandi et en fait, je retire de ces vulnérabilités-là euh, toutes les qualités, tout le positif en fait. Pour moi, la sensibilité, ça en devient une force, une qualité. Tout l'amour que je donnais, je pensais que c'était de trop, mais au final, c'est jamais de trop. Si c'est pas à mon copain, j'en donne à mes amis. Si c'est pas à mes amis, j'en donne à ma famille. Enfin, pour moi, être comme ça me rend beaucoup plus humaine. Donc maintenant, je n'ai plus peur de la solitude. Je n'ai non plus de problème avec l'ennui, parce qu'avant, je détestais m'ennuyer. Maintenant, je ne m'ennuie plus jamais. C'est-à-dire que ça fait 2 mois, l'ennui, je ne l'ai jamais ressenti. J'ai ressenti de la tristesse, certes, mais jamais de l'ennui. Alors que nous sommes en confinement et que je vois qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens qui s'ennuient. Moi, je ne m'ennuie pas parce que je fais toujours des choses. Et c'est bizarre parce que j'arrive plus à m'imaginer que avant, je détestais l'ennui. Comme quoi, parfois, ça change, quoi. Franchement, pour moi, c'est un dépassement de soi. C'est plus que ça. Je suis fière et voilà. On ne pourra pas me retirer ça. Du coup, voilà, qui dit amour de soi, dit confiance en soi, qui dit confiance en soi, dit ne plus avoir peur du jugement des autres et du regard des autres. J'avais vraiment peur du regard des autres et ça m'angoissait beaucoup, ça m'empêchait de faire certaines choses et d'être moi-même. Alors aujourd'hui, je peux vous assurer que je m'en fous. Je m'en fous pourquoi? En fait, j'ai appris à m'exprimer. J'ai appris à m'exprimer parce qu'avant, je gardais tout pour moi. Et puis à un moment donné, j'en pouvais plus. J'ai commencé à en parler à tout le monde. J'ai constaté que les gens
sont restés auprès de moi. Que mes amis m'ont pas forcément moins apprécié parce que j'étais comme ça. Alors ceux qui ne m'aiment pas, malheureusement, au final, ça m'a appris aussi à accepter qu'il y avait des gens qui ne m'aimeraient pas. Et c'est tout, c'est comme ça. Donc c'est important que vous sachiez que vous faites les choses pour vous et pas pour les autres. Vraiment, tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez dans la vie, c'est pour vous et votre bien-être. Aussi, un truc très important, c'est arrêter de culpabiliser. La culpabilité n'apporte rien de bon. Rien, 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 à part du stress et juste des remises en question tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans cesse. Je ne culpabilise plus de comment j'étais. Donc avant, j'ai culpabilisé beaucoup d'avoir fait souffrir mes copains, de leur avoir montré en fait ce côté-là, cette dépendance. Et maintenant, c'est quelque chose que j'ai appris à accepter. Pourquoi? Parce que voilà, ça fait partie de mon passé, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mes blessures. Et maintenant, il m'a fallu tout ça pour pouvoir me reconstruire. Du coup, arrêtez de culpabiliser. Ça ne sert à rien. Vous avez fait de votre mieux. Vous étiez dans l'incapacité à ce moment-là de changer. Maintenant que vous êtes dans la capacité de changer, arrêtez de culpabiliser et lâchez prise. Juste réjouissez-vous de votre changement. Le travail que j'ai fait aujourd'hui, il m'aura apporté énormément et tout le monde est capable de faire ce travail. Donc, perdez jamais espoir. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré qu'elle était longue, mais c'est quelque chose d'assez complexe. Donc, il faut quand même expliquer les choses telles quelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour et merci beaucoup.